Salut, c'est Arnaud Laurent, je suis comédien, vous me connaissez notamment pour être la voix de Natsu dans Fairy Tail ou de Noah Centineo dans À tous les garçons que j'ai aimés. Salut. Il n'y a pas de formation pour faire du doublage. En fait, tous les comédiens qui font du doublage, à la base, ce sont des comédiens professionnels. Donc le doublage est une spécificité du métier de comédien, comme le cinéma ou le théâtre. Donc la seule formation pour faire du doublage, finalement, c'est la formation de comédien. Il faut apprendre à incarner les personnages, à savoir jouer la comédie. Et ensuite, ça s'apprend effectivement sur le tas. Moi, ce que j'ai fait pendant des années, c'est-à-dire démarcher. En fait, on va dans les studios d'enregistrement et puis on demande au directeur artistique. Le directeur artistique, en fait, c'est un peu l'équivalent du metteur en scène au théâtre ou du réalisateur dans un film, c'est celui qui dirige le doublage. Et donc il faut lui demander si on peut assister, c'est-à-dire regarder en fait les comédiens qui travaillent pour apprendre la technique de la post-synchronisation sur le tas. Donc on les regarde travailler et puis éventuellement en fin de journée, si on se sent prêt après avoir assisté plusieurs fois, on peut demander à passer un essai pour qu'il entende notre voix, qu'il sache comment on travaille, si on répond bien à ses consignes. On découvre le texte en temps réel. Très souvent, quand on arrive dans un enregistrement, on ne sait pas du tout ce qu'on va doubler. Et quand on arrive, le directeur artistique nous dit voilà, c'est ce personnage, il lui arrive ça, il fait ça. Et donc, ça y est, on se lance. On passe une petite scène, ce qu'on appelle une boucle, qui est une petite scène d'1 minute du film ou de la série. Et on regarde. Et ensuite, on se lance et on double. Et en fait, pour doubler, on a le texte qui est déjà écrit auparavant, qui défile sous l'image. Et il faut le lire au moment où le texte passe au niveau d'une bande rouge, en fait, d'une petite ligne rouge. Alors oui, il y a certains projets, les gros films notamment, pour lesquels il faut qu'il y ait une confidentialité. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais je sais qu'il y a certains films où l'écran est noir et il y a juste une ouverture au niveau de la bouche pour voir en fait le mouvement des lèvres quand les personnages parlent. C'est tout ce qu'on a, c'est les seules images qu'on a. Donc c'est très particulier. Moi j'ai quand même eu un truc assez rigolo, c'était sur Iron Man 3 et en fait on avait les rushs, c'est-à-dire que les effets spéciaux n'étaient pas encore là. Donc il y avait plein de trucs qu'on voyait, on voyait les câbles quand les mecs étaient tirés en arrière, des choses comme ça et c'était assez rigolo à voir quoi. J'ai pas de préparation, je dors bien quand je sais que je vais avoir un personnage qui va beaucoup crier. Parfois on peut avoir plusieurs doublages dans une même journée, des doublages différents. J'essaye de rien me prévoir après. Par exemple le rôle de Natsu dans Fairy Tail, je savais que si j'avais une demi-journée, il fallait rien que je prenne après parce que je risquais d'avoir la voix cassée après. Attends un peu que je t'attrape! Et si c'était une journée entière, j'avais une nuit pour me reposer. Et puis en général, le lendemain, la voix est revenue, quoi. Mais il n'y a pas vraiment de préparation, non. Il y a juste... Après, c'est une technique aussi qu'on apprend à essayer de faire attention à sa voix quand on crie, à la faire venir du bon endroit, c'est-à-dire vraiment du ventre, pour pas qu'on se casse trop les cordes vocales, quoi. Allez, ça va gueuler! Ouais, je pense que c'est le plus important de vivre en même temps que le personnage parce que, comme je le disais, on est comédien et on doit incarner ce personnage, on doit lui donner vie. Donc pour moi, si le personnage court, je suis obligé de courir parce que ça va se sentir dans la voix automatiquement. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est que j'ai besoin de me mettre dans la peau du personnage pour que ce soit le mieux retranscrit. Donc effectivement, si le gars donne des coups, je vais donner des coups. Quand il crie, je me donne à fond. Si par exemple, il a un peu la tête contre le sol, on va faire un truc comme ça, tu vois. C'est des petites techniques qu'on apprend. Dans un doublage aussi, c'était dans 13 Reasons Why, où à un moment, Alex, il est dans la piscine. Et il se noie et du coup on avait pris un petit gobelet et puis quand il était dans le sous-l'eau comme ça je buvais avec le gobelet. Enfin c'est plein de techniques qui font que on est obligé parce que nous on n'est pas dans les conditions de la personne la personne est vraiment dans la piscine, nous on est en studio derrière une barre donc on est obligé de recréer les choses pour être au plus proche quoi. Alors c'est assez piège parce qu'effectivement lui Noah Centineo, et j'adore sa façon de faire, il a une voix, il parle toujours un peu dans les graves, un truc très américain. Il est toujours très limite la voix un peu je sais pas comment c'est un truc vraiment qu'ils ont les Américains là-dedans. What I'm looking forward to the most about college. Never having to say goodnight. Et moi je sais pas du tout faire ça, donc j'essaye de me coller au plus à l'image finalement, aux intentions que lui il a données au départ évidemment, et ensuite les intentions qu'il a. C'est pourquoi j'ai hâte qu'on soit tous les deux à la fac. Pour jamais avoir à te dire bonne nuit. Sachant que lui, ce qui est très drôle et ce que j'adore avec lui, c'est qu'il a plein de petites ruptures, c'est-à-dire qu'il est dans ses graves et puis d'un coup il va aller faire une petite voix aiguë, tu sais pas pourquoi, et puis il va retourner dans les graves. McLaren? That was my boy. He wrote you like an actual
Like an actual letter or... Et c'est très drôle à faire, et du coup moi j'essaye au maximum, par contre quand il a ces petites variations là, de faire comme lui, pour lui rendre hommage, quoi. Pour pas le trahir, et pour que le caractère du personnage soit toujours là. On n'a pas forcément de cahier des charges très précis. En général, comme je le disais, le texte a été écrit avant et il a été aussi relu par le client avant. Donc normalement, nous, en studio, on a juste à dire le texte tel qu'il est et il n'y a pas de problème et c'est nickel. Par contre, parfois, ça arrive qu'au niveau de l'adaptation, donc le texte qui a été écrit avant, il y ait des petits soucis, que ce soit des problèmes de tournure ou alors qu'il n'y ait pas assez de texte et donc c'est compliqué pour nous à jouer. Donc souvent en studio, on est amené à modifier. Mais on essaie de jamais sortir effectivement d'une certaine rigueur et de ce qui a été imposé. Le directeur artistique sait ce qui a déjà été imposé par le client avant. Donc normalement, on reste vraiment dans les clous, quoi, à ce niveau-là. Alors il y a une vraie différence de confort, tout simplement dans le temps qui est nécessaire pour l'enregistrement d'un produit. Globalement, un film environ, on a 5 jours et demi, 5 à 6 jours de travail pour la totalité du film et tous les rôles. Une série, on a 3 épisodes pour 5 jours environ. Et pour les animés, c'est encore plus réduit. Il faut être très efficace et aller beaucoup plus vite. On peut moins aller dans le détail. Sur les films et les séries, souvent, on peut voir une fois la scène, l'enregistrer. Si ça va pas vraiment peaufiner, aller plus dans les directives que veut le directeur artistique, réenregistrer jusqu'à ce que ce soit vraiment parfait, on réécoute à chaque fois. Et parfois, pour les produits, on a moins de temps, et ben on est obligé de le voir qu'une fois, et puis après on y va. Et puis des fois, on n'a pas forcément le temps d'écouter. Il faut faire confiance à l'ingé son et au directeur artistique qui connaît ce qui se passe, quoi. Ça dépend des produits sur lesquels on est et aussi de la période. C'est-à-dire que maintenant, depuis qu'il y a le coronavirus, malheureusement, on est toujours tout seul en tant que comédien. C'est limité à 3 personnes en studio, c'est-à-dire les 3 nécessaires, le comédien, le directeur artistique et l'ingénieur du son. Et il y a on peut plus être plusieurs à la barre à cause pour des raisons de gestes barrières, enfin tout ça, quoi. Mais sinon, avant qu'il y ait tous ces problèmes, en général, quand ils ont le temps et qu'ils ont le budget et qu'ils le peuvent, donc sur les séries et les films notamment, les directeurs artistiques aiment bien nous convoquer à au moins 2, comme ça se répond et on peut vraiment se parler comme sur scène. Quand on joue la comédie, c'est toujours plus agréable. Alors que les animés, très souvent, c'était plus souvent effectivement tout seul parce qu'il y a moins de temps, moins de budget, donc on fait les scènes de notre personnage toute la journée, on enchaîne quoi. On fait que ça. Malheureusement non. Alors, toujours grâce aux réseaux sociaux, régulièrement, des fois je poste un petit extrait de la bande-annonce ou de la VF une fois qu'elle est sortie, puis j'aime bien taguer Noah Centineo dessus en me disant peut-être qu'un jour il va le voir et puis il se dira tiens, ça a l'air chouette la version française. Oh non, mais c'est parfait ça. On peut pas dire le contraire. Mais malheureusement, Noah Centineo, non, j'ai jamais rencontré. J'ai jamais rencontré de comédien que j'avais doublé. Par contre, il y en a avec lesquels j'ai conversé. J'ai un comédien espagnol que j'ai doublé et qui en fait, je lui avais écrit. Et il m'a répondu, j'étais très étonné. Il a dit qu'il était super content de pouvoir me parler. Et je lui ai même envoyé des petits extraits VF. Et c'était très drôle. Il m'a dit, c'est marrant, on dirait que je parle français. Et voilà, donc j'étais content qu'il ait cette réaction, quoi. C'est toi le meilleur, imbécile. C'est toi le meilleur. Ah, c'est une question piège, le Star Talent. Je pense que ça peut cohabiter, mais je suis pas forcément pour. Moi, en fait, c'est simple. Je considère qu'on a des emplois. Comme je le disais, ceux qui font du doublage, ce sont des comédiens. Donc, quand il y a du Star Talent avec des comédiens, des gens qui sont comédiens à la base, comme Franck Dubosc dans Nemo ou Elise Moon dans L'Âge de glace, ça me dérange moins parce que ce sont des gens qui connaissent le métier. Donc, ils savent vraiment ce qu'il faut faire et ça rend bien. Et le résultat à l'écran est génial. Ton amour me donne des pelles. Tu es la truelle de mes yeux. Quand on prend un peu n'importe qui, par exemple des footballeurs, c'est arrivé. Dans ces moments-là, ce qui m'embête le plus, c'est pas forcément le produit final, parce que le produit final, la personne qui va le diriger va se débrouiller pour que même s'il doit le faire 100 fois, et ben le résultat soit bien, soit passe en tout cas. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est qu'il y aura une espèce de banalisation de notre métier qui fait croire que n'importe qui peut le faire en débarquant de nulle part, comme si moi je disais tiens, je vais aller jouer dans l'équipe de France, alors que j'ai jamais tapé dans un ballon de ma vie. C'est surtout ça qui m'embête par rapport au Star Talent, c'est cette banalisation de notre métier. Maintenant, des fois, ça peut vraiment donner un petit plus. Dubosc, que je trouve dans Nemo, il a rajouté un truc au père qui est vachement bien. Combien j'ai de bandes sur le dos? 3. Non, tu vois bien que ça va pas du tout. J'ai 1, 2,
3 bandes, c'est tout. Oh. Ça peut cohabiter, mais je pense que ça peut cohabiter intelligemment. Je préférais que ce soit plus intelligent dans certains cas, quoi. Ouais, c'est un vrai soulagement, et c'est aussi, on va pas se le mentir, c'est grâce aux réseaux sociaux que les comédiens de doublage on a pris une ampleur qu'ils n'avaient pas à une époque. Tous les comédiens qui doublaient les Dragon Ball, pendant des années, ils n'avaient aucune idée de l'impact qu'ils avaient eu, puis quand il a commencé à avoir les conventions, les réseaux sociaux, tout ça, ils se sont rendus compte que ils avaient des millions de personnes qui les idolâtraient. Et c'était des gens qui étaient hissés au rang de culte. Et donc c'est vrai que nous, comme on est vraiment un métier de l'ombre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout, on n'a pas de retour direct, on ne sait pas si ça va plaire ou pas. C'est vrai que ça nous encourage énormément quand on a ces retours positifs. Parce que bon, on a aussi des négatifs, on va pas se le mentir, il y a les amoureux de la VO qui ne pourront pas s'empêcher de critiquer, mais bon voilà, chacun aime ce qu'il aime. Mais pour ceux qui aiment vraiment la VF, on a vraiment des très bons retours, et quand on a des bons retours, ça nous porte, ça nous fait nous dire qu'on n'est pas dans la mauvaise voie et que quelque part on fait ce qu'il faut. Alors moi je suis un mauvais élève, je regarde en VO. Elle est bonne celle-là. Alors, principalement du live. Ce que j'appelle le live, c'est les séries et les films où ce sont des vrais comédiens à la base. En général, ceux-là, je les regarde en VO parce que y a un vrai comédien qui a fait son taf au départ avec une vraie volonté de réalisateur, et j'ai envie de voir cette chose de départ, parce que nous, dans le doublage, on va essayer de faire au mieux, de lui rendre au mieux hommage, mais on ne pourra pas être comme il fallait complètement, exactement aussi bien que lui. J'aime bien voir l'original. Les dessins animés, c'est autre chose parce que quelque part, c'est un dessin et on a tous mis nos voix différemment dessus. Donc pour le coup, il n'y a pas de quelqu'un qui l'a fait en premier. C'est chacun à sa façon de faire en fonction des lieux. Dans les animes, on joue pas de la même manière au Japon qu'en France. Je la comprends. Alors, il faut savoir que cette frustration existe aussi chez nous, les comédiens, parce que quand on a doublé un personnage sur une série pendant 40 épisodes, qu'on adore ce comédien, et que quand il sort sur un film, c'est quelqu'un d'autre qui est sur le rôle, nous, on est tout aussi frustrés. Et je me souviens, moi, quand je regardais les VF quand j'étais petit, et que la voix changeait entre une série et un film, tout d'un coup, je me disais, mais la voix a changé, c'est bizarre. Et j'étais ultra frustré aussi. Mais bon, après, ça, c'est les clients qui certains préfèrent certaines voix ou d'autres. Il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, les directeurs artistiques ne connaissent pas tous les comédiens. Moi, il y a plein de directeurs artistiques qui me connaissent pas, donc s'il y a un rôle principal, ils vont peut-être pas me le donner à moi alors qu'ils savent pas comment je travaille. Donc je peux comprendre. Mais je comprends cette frustration, je l'ai tout autant que ce soit en tant que comédien ou en tant que spectateur, quoi. Si, c'est frustrant pour certaines séries, notamment celles que j'ai commencé à voir avant. Comme on le disait tout à l'heure, je vois que les parties de mon personnage. Donc, il y a plein de choses que je ne peux que deviner sur ce qui se passe. Et donc c'est compliqué. Sur 13 Reasons Why avec Alex, il y avait la moitié de l'intrigue de la série que je ne comprenais pas, que je ne connaissais pas. Moi, on m'avait juste expliqué globalement, il lui arrive ça, et voilà. Et il y avait plein de choses autour que je savais pas, et j'ai découvert tout ça en voyant une fois que c'est sorti, quoi. Et j'ai fait ah ouais, quand même, c'était cool. Voilà. Mais sinon, parfois c'est un peu frustrant, ouais. Oui, il y en a un, c'est Yane de Kestaker dans la série Marvel Les Agents du Shield, celui qui joue le rôle de Fitz. Moi je considère comme, je dis pas parce que je le double, j'ai vraiment, extérieurement, je le considère comme un des meilleurs comédiens actuels. Je trouve qu'il est incroyable, il a été exploité dans tous les sens possibles et inimaginables dans cette série. Il a commencé un peu, on faisait pas trop gaffe à lui, et puis lui ont donné plein de rôles différents, plein de choses différentes à jouer, parce qu'ils ont compris que le gars était vachement bon, et donc c'est vraiment un plaisir, nous ensuite en tant que comédien, de passer derrière et d'avoir la chance de devoir le mettre en avant, parce qu'il y a tellement de choses à jouer au départ que nous on a plein de choses à jouer aussi en tant que comédien, donc c'est incroyable. C'est rien du tout, je vous assure. Je suis qu'un homme ordinaire. Incroyable. Donc il y a lui et le comédien espagnol dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Patrick Criado, que j'ai doublé dans Mar de Plástico, une série sur Netflix, et où le gars est incroyable, il est fou. Et c'était un des rôles, alors il fait un gars assez taré, et j'ai adoré le doubler, c'était exceptionnel, quoi. Ici, le seul qui a rendu la justice, sergent, c'est moi. Alors moi, je suis très fan de Jim Carrey, donc j'aurais adoré doubler Jim Carrey. Je connais ses répliques par cœur sur les Ace Ventura. Pour le coup, c'est des choses que je regardais en VF et que je regarde toujours. Je peux pas les voir en VO, les Jim Carrey. Tu la sens, ma grosse intelligence. Tiens, tiens, tiens.
comme les Retours vers le futur, tout ça, ce sont des VF tellement magnifiques et intouchables. Par exemple, Jim Carrey, voilà, j'aurais adoré le doubler, mais celui qui le double à la base, Emmanuel Curtil, qui est un des comédiens que je préfère, qui m'a donné envie de faire ce métier, le fait très bien, donc voilà, hein, tant pis. Et sinon, j'aurais bien aimé doubler Naruto dans les animés, c'était aussi un rêve. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé là-dedans, c'est parce que j'avais vraiment envie de doubler Naruto, ouais. J'ai une chaîne YouTube, ouais, sur laquelle je mets parfois des petits montages et puis des extraits de doublage. Et puis sinon, globalement, je suis assez présent sur les réseaux sociaux pour répondre aux questions, répondre aux commentaires, que ce soit sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, sur Facebook, je suis un petit peu partout.